Bonjour, donc Alice Pelletier, je travaille dans une boîte de microélectronique dans la région grenobloise. On m'a demandé de vous parler de femmes et retraite et de la mobilisation qui vient de se passer. Mais quand même, avant de prendre la parole sur ce thème-là, j'ai envie de dire quelque chose en fait, vu comment ça commence. Pour que nous, en fait, les femmes, les personnes racisées, les personnes LGBTI, les jeunes, on puisse prendre notre place en fait de ce processus. Je vais vous le dire très tranquillement et très gentiment. Mais il faut que vous, les hommes blancs, pas tout jeunes, en fait, vous fermiez vos gueules un peu, quoi. Ceci étant fait, je vais essayer de vous parler tranquillement aussi, mais avec détermination de la mobilisation que nous avons connue sur les retraites. Alors moi, depuis que j'ai commencé à travailler, en fait, je dois dire que cette perspective ne cesse de s'éloigner. Et je dois dire aussi qu'à 25 ans, je le prenais de façon beaucoup plus détendue que maintenant. À chaque fois que ces questions de réforme des retraites se posent, à chaque fois, ça remet sur le devant de la scène ces inégalités que nous subissons, en particulier, nous les femmes, dans le monde du travail. C'est évidemment les salaires qui sont inférieurs de 22% à ceux des hommes. Et c'est cette façon dont, sur nos retraites, ça se répercute encore plus de manière inégalitaire avec des pensions qui sont inférieures de 40%. 40%, vous vous rendez compte qu'on gagne quand même la moitié de moins que vous, les hommes, quand on est à la retraite. C'est 20% des femmes qui doivent attendre 67 ans pour partir sans décote, contre seulement 10% des hommes, en fait. Voilà. Et ces inégalités-là, c'est pas juste des chiffres, en fait. Ça veut juste dire être dans la misère, être dans la merde, être dans la galère, en fait, au quotidien. Alors c'est lié au fait que c'est déjà la merde avant d'être à la retraite, c'est les temps partiels, c'est les carrières incomplètes, c'est la précarité. Et évidemment, ça nous touche, nous les femmes, ça touche les travailleurs et les travailleuses immigrées, ça touche les personnes racisées, ça touche les personnes LGBTI, toutes ces oppressions, à la croisée de toutes ces oppressions. Et quand on parle de la retraite, alors le gouvernement il essaie de nous vendre des trucs sur la pénibilité après avoir fait marche arrière sur un certain nombre de trucs. La pénibilité, parlons-en de la pénibilité des métiers féminisés, du port des charges lourdes, des produits chimiques ménagers, de toutes ces conditions de travail extrêmement dégradées au quotidien, des horaires de merde, des horaires découpés, de ceux qui nous empêchent en fait de vivre nos vies de femmes, de nous occuper de nos enfants, de nous épanouir tout simplement. Alors pendant cette mobilisation des retraites, il y a eu quand même des trucs super, des assemblées générales, des femmes, des cortèges féministes avec des camarades, des femmes hyper jeunes, hyper dynamiques, hyper mobilisées, qui portaient des revendications extrêmement radicales sur la question des retraites, mais pas simplement contre ce monde capitaliste, sexiste, patriarcal dans son ensemble. C'était éventuellement porté par la coordination féministe, mais pas que. Il y a eu aussi un grand meeting avec tout un tas de camarades d'organisation, des femmes qui ont porté ces questions-là. Et je dois dire qu'on n'était pas peu fiers quand même que le 7 mars, on appelle au blocage du pays et que derrière, il y ait le 8 mars, cette journée de lutte internationale pour les droits des femmes et que c'était un peu la perspective qu'on allait enclencher cette grève reconductible pour battre ce gouvernement un 8 mars. Alors malheureusement, ça n'a pas été le cas. Voilà, c'est l'échec de ce mouvement, j'ai envie de dire presque qui s'est malheureusement joué à ce moment-là. Mais malgré tout, on a construit dans cette mobilisation tout un tas de choses, de résistance, dans des secteurs où c'est dur, même si bien sûr il y a encore plein de choses à faire. Et nous, les premières de corvée, celles qui étaient en première ligne dans la période du Covid, eh bien dans tous ces secteurs, oui, on relève la tête, oui, on se mobilise malgré les obstacles. Et en particulier, je tiens à dire, parce que dans ces secteurs qui sont absolument nécessaires, la santé en particulier, et Janine en reparlera, mais c'est évidemment hyper dur d'abandonner en fait les usagers, de laisser ces gens-là qui ont besoin en fait de ces services publics, de ces métiers-là pour faire grève. Il faut qu'on arrive à dépasser ça parce qu'évidemment ces emplois ils sont absolument socialement nécessaires et ils doivent être reconnus à leur juste valeur pour que nous puissions gagner l'égalité totale. C'est à toi derrière. Mais... On attend les... C'était ça qui était marqué sur le papier en tout cas.
Bon, merci. Donc, moi, je m'appelle Jean-Claude Mamet, je suis membre d'Ensemble. Je participe aussi à un blog d'échanges intersyndicaux qui s'appelle Syndic Collectif, sur lequel on réfléchit sur le syndicalisme. Et je voudrais justement essayer d'introduire un débat sur ce qu'on a appelé l'intersyndical. Je ne me résiste pas à l'envie de faire une petite citation d'un bouquin qui est sorti juste au démarrage, entre fin 2002 et début 2023, qui est écrit par un libertaire, 10 questions sur le syndicalisme. Et à un moment donné, il dit « Le syndicalisme, éclaté en une myriade de confédérations et d'unions syndicales, a largement perdu son rôle d'unificateur de la vie sociale. » Il avait raison. Il avait bien raison de décrire les choses comme ça, parce que quand on regarde ce qui s'est passé ces dernières années, on a vu qu'au moment où il y a eu l'inflation, après le Covid, etc., il y a eu plein de grèves importantes dans les entreprises. Mais chaque fois qu'il y avait ce qu'on appelle une journée d'action interprofessionnelle, c'était nul. Il y avait très peu de monde. Donc ça veut dire que l'interprofessionnel n'attire plus à l'époque. On a vu aussi depuis une dizaine d'années les cortèges, ce qu'on a appelé les cortèges de tête dans les manifestations. Des pans entiers du salariat ne se reconnaissent plus dans les défilés habituels du monde syndical et voulaient inventer d'autres formes de participation à la lutte. En 2019, on a aussi eu quand même une très très grosse mobilisation sur la précédente réforme des retraites. Mais quel est le processus par lequel elle s'est formée, cette mobilisation de 2019 ? La première journée en décembre, en fait, elle s'est formée parce qu'il y a eu le mouvement des Gilets jaunes qui a créé une aspiration de mobilisation dans les RATP qui a elle-même appelé à une première journée nationale. Et ce n'est pas les confédérations qui ont appelé à ce moment-là à la première journée de mobilisation interprofessionnelle de 2019. Et cette fois-ci, il s'est quand même passé quelque chose avec une intersyndicale qui dure depuis 6 mois et qui a été une surprise, même si on pouvait penser, après le congrès de la CFDT de juin 2022, qu'il pouvait se passer quelque chose. Et en fait, cette intersyndicale est, je crois, la combinaison de deux initiatives. D'une part, quelque chose qui existait déjà de manière relativement fréquente, c'est-à-dire entre CGT, FSU et Solidaire, qui n'était pas vraiment discuté dans chacune de ces organisations, mais qui était justement en train de l'être et qui aurait pu déboucher sur un nouvel outil syndical. C'était ça l'enjeu proposé par la FSU, qui malheureusement, enjeu qui n'a pas été accepté dans le congrès de la CGT. Je n'ai pas le temps de développer, mais ce nouvel outil syndical CGT, FSU Solidaire. Donc ça, c'est ce premier type d'intersyndical, plus l'intersyndical à 8, qui a créé cette massivité, ce que disait le copain qui a écrit ce tout petit bouquin, qui a créé cette massivité dès le départ, avec des grèves qu'on n'avait pas l'habitude de voir, des personnes du secteur privé, des gilets jaunes, des petites villes, etc., des grèves reconductibles dans certains secteurs. Mais on n'a pas gagné, ça a été dit tout à l'heure. Donc, il n'y a pas eu de grève générale, il y a eu le mot d'ordre de la France à l'arrêt. Je crois qu'il y a des causes profondes sur lesquelles on devrait réfléchir pour expliquer cette situation compliquée. Et je crois qu'il faut parmi les tâches qui doivent nous occuper, il y a celle d'une reconstruction complète d'un nouvel outil syndical, d'un tissu syndical adapté au salariat d'aujourd'hui, ayant une dynamique interprofessionnelle offensive, c'est-à-dire politique. Qui dit interprofessionnel dit solution politique, est ouvert à tous les mouvements sociaux. Il faut d'ailleurs se féliciter, je termine par cette dernière phrase, qu'il y a 2 jours, dans Libération, une tribune disant combien faudra-t-il de morts encore pour revoir les rapports entre la police et la jeunesse, et en particulier sur cette fameuse loi de 2017, tribune signée par les secrétaires généraux CGT, y compris la CFDT. Moi, ça m'a surpris, c'est FSU et Solidaire, etc. Donc je termine par ce constat, j'espère, encourageant
mais le débat doit continuer. Merci. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Danielle, je suis à Ensemble et je suis investie dans le soutien syndical aux salariés du nettoyage. Et je précise qu'au moins en région parisienne, pratiquement tous ces salariés sont d'origine étrangère, la plupart du temps hors Union européenne. Et je voudrais dire quelques mots sur les dégâts de la sous-traitance dans ce secteur. L'éclatement des statuts, l'extension de la sous-traitance divisent le monde du travail en de multiples statuts et sont un obstacle pour la victoire des luttes sociales. Le secteur du nettoyage est un exemple parfait des dégâts de la sous-traitance. Les appels d'offres sont renouvelés tous les 3 ou 4 ans et à cette occasion-là, c'est toujours la guerre. Les sociétés entrantes, cherchant à se débarrasser d'un certain nombre de salariés, à diminuer les salaires, alors même que la convention collective garantit la reprise des salariés qui ont plus de 6 mois d'ancienneté. Ainsi, depuis l'arrivée d'Arc-en-Ciel à l'université de Jussieu à Paris, les salariés ont participé à 3 grèves en 2021, 2022, 2023. Malgré une répression féroce, 4 salariés actifs dans les 2 premières grèves ont été abusivement licenciés. Une 3e grève a éclaté. Une grande partie des revendications portent sur l'application du droit du travail qui n'est pas respecté. Ces grèves ne sont possibles que par le soutien extérieur qui leur est apporté, car les délégués des entreprises de nettoyage sont la plupart du temps aux côtés des patrons, et c'était le cas chez Arc-en-Ciel. D'ailleurs, il y a quelques articles parus récemment dans Mediapart et Mediacité très instructifs sur la corruption du syndicalisme dans les entreprises de propreté. Donc, c'est grâce au soutien de la CGT, FERCSUP et les autres syndicats de la fac, du collectif parisien du nettoyage et de l'union locale CGT, qui a permis que les grévistes ne perdent pas un centime à l'occasion de ces grèves grâce aux caisses de grève. Un autre point noir dans le nettoyage, c'est la santé au travail. Des salariés ont nettoyé les parties communes des immeubles autour de Notre-Dame, juste après l'incendie, en respirant les poussières de plomb et sans aucune protection. De nombreux salariés ont le corps abîmé et les articulations endommagées par les mouvements répétitifs et les cadences insupportables dès 50 ans et même parfois avant. Une partie d'entre eux et d'elles finissent par être licenciés pour inaptitude. Les fins de carrière sont très éprouvantes car les patrons essaient de se débarrasser d'eux en utilisant abusivement la clause de mobilité des contrats de travail. Et ce sont donc les premières victimes du report à 64 ans du départ en retraite. Enfin, même pour déclarer un accident du travail, il faut se battre. Ces conditions de travail dégradées donnent parfois lieu à des drames. Nous avons recensé 3 accidents du travail mortels dans le nettoyage en Île-de-France l'année passée. Une revendication importante est la fin de la sous-traitance et l'internalisation du nettoyage dans les entreprises ou administrations donneuses d'ordre, mais c'est très rare de pouvoir l'obtenir car le mouvement général va en sens inverse. Et pour finir, je voudrais dire que l'émergence et le développement d'une alternative politique est aussi lié à des luttes sociales victorieuses. Nous pouvons et nous devons apporter une aide aux plus précaires dans leur lutte. C'est une des conditions pour une meilleure cohésion du monde du travail dans ces luttes contre la logique capitaliste de la course au profit immédiat.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais me présenter, Janine Carrasco, je suis militante syndicale à Sud Santé Sociaux et je suis aussi militante du NPA. Et la particularité que j'ai, c'est qu'effectivement, je ne suis pas parisienne, je viens de Bretagne. Voilà, il s'y passe aussi des choses. Voilà, la commande qu'on m'avait passée, c'était effectivement parler des luttes de la santé. Franchement, moi, j'ai plutôt envie de lancer des perspectives et vous faire des propositions, parce que, comme tout le monde le sait, notre système de santé, mais pas que, aussi bien l'hôpital, les services sociaux, les EHPAD et encore les secteurs du médico-social, là où on s'occupe des personnes dites handicapées, sont vraiment dans un état très, très dégradé et ça ne fait que s'accentuer. Non seulement notre système de santé s'effondre, mais la protection sociale en général est vraiment en danger et du coup vous met en danger, vous les populations, aussi bien nous les salariés, mais aussi vous les usagers et les plus démunis qui n'ont plus du tout accès à ces soins. Alors bien sûr, effectivement, il y a des mobilisations importantes, et souvent, de plus en plus, on a bien compris qu'effectivement, c'est en associant à la fois les personnels et les usagers, les usagères, qu'effectivement, on pouvait gagner. Je vous rappellerai effectivement la grande lutte qu'on a gagnée en Bretagne sur la maternité et le service de chirurgie de Carré, où effectivement, si on a gagné, c'est parce qu'effectivement, il y avait les usagers, il y avait les salariés, les syndicalistes, mais aussi les élus qui ont permis effectivement cette victoire. Aujourd'hui, de nouveau, une série de services hospitaliers sont menacés. Donc, il y a plusieurs luttes qui ont lieu en ce moment, et beaucoup en Bretagne, puisqu'on a que 6 maternités qui sont en ligne de mire. Mais on a réussi effectivement à organiser une journée de mobilisation le 17 juin qui a rassemblé de nouveau les usagers et les usagères. Malheureusement, effectivement, même s'il y a des luttes locales, sur le plan national, elles ne sont pas forcément à la hauteur. Et je pense que là, on a grâce au collectif Notre Santé en danger, qui, après le succès du procès sur les politiques de santé, à partir du texte unitaire santé, nous vous accusons, a réussi effectivement, autour de 40 organisations, à mettre en place l'idée d'un tour de France de la santé publique. Et du coup, moi, je vous invite effectivement à y participer, mais pas uniquement y participer pour y participer, mais en construisant à partir des luttes locales, de ce qui se passe dans vos hôpitaux de proximité, mais aussi dans les services sociaux, les EHPAD, quel que soit effectivement le point de vecteur qui défend le système de santé public, pour essayer, en tout cas à cet automne, de poser effectivement la question de l'augmentation, enfin, du projet de loi de financement de la sécurité sociale, parce qu'on sait pertinemment qu'il va être mis à mal. En tout cas, il ne sera pas augmenté, puisqu'on nous demande, je ne sais pas si vous avez entendu les déclarations de Le Maire, c'est 10 milliards d'économies qu'il va falloir faire sur la dépense de la santé, des dépenses publiques, et entre autres sur la question de la santé et de la protection sociale. Donc voilà, moi je n'en dirai pas plus. En tout cas, ce collectif existe. Il faut se saisir des luttes qui existent pour populariser cet appel et peut-être arriver effectivement à créer une mobilisation nationale. En tout cas, c'est la proposition qu'on fera au sein de ces collectifs et ces mobilisations pour arriver effectivement à porter un coup d'arrêt sur la mise à mal du système de santé et de la protection sociale, pour demander des budgets à la hauteur des besoins de la population. Merci beaucoup. Donc, une période d'intervention de la salle. On a déjà les inscrits et on ne peut plus inscrire parce que vous avez dû remarquer par rapport à ce qui était prévu qu'on a déjà un peu décalé. Alors, on va décaler tout. On vous proposera, je le redirai tout à l'heure, une pause courte avant la deuxième plage en plénière. Et on donne la parole. On a
3 intervenants avant la pause. Une, c'est Sylvie, et 2 autres, et après on finit. Mais ceux qui veulent, et celles qui veulent s'inscrire après la pause, c'est possible. Et on redonnera, parce qu'il n'avait pas terminé tout à l'heure, la parole à Issouman. Des fois, c'est un avantage d'être une femme. Donc Sylvie de Rennes, moi mon activité essentielle militante c'est beaucoup Cerise la coopérative, donc c'est un journal, un site où on essaye de faire parler justement les différentes paroles qui s'expriment dans le mouvement social. Justement par rapport au mouvement social sur la contre-réforme des retraites. Moi, je pense qu'on peut identifier comme point d'appui quelque chose qui ressemble un peu quand même à de la conscience de classe. C'est-à-dire que entre les agriculteurs, les électriciens, les éboueurs, les facteurs, les enseignants, et on pourrait mettre tout ça au féminin, les soignants, et les ouvriers, les techniciens, les ingénieurs, et c'est quelque chose qui avait commencé au moment du confinement. Il y a un sentiment qui est extrême, qui s'est renforcé, qui a grandi, que c'est nous, les essentiels de la société. Et ce n'est pas les investisseurs et les actionnaires. Et je pense que ça, c'est un point d'appui extrêmement important. Et dans le fait de se sentir essentiel n'est pas forcément le fait de se sentir légitime pour décider. Et je pense que ça fait partie des obstacles. Et légitime pour décider comment organiser le travail, quel travail et quelle production réaliser, légitime pour gérer la sécurité sociale, légitime pour décider de notre horizon d'émancipation. Et donc là, je pense que il y a des obstacles, et pas seulement des obstacles qui sont liés à ce que les gens ont dans la tête. Donc pour l'instant, ça légitime. Cette légitimité n'est pas suffisante pour revendiquer, décider. Il y a donc peu d'auto-organisation dans les luttes. Il y a peu de désobéissance par rapport aux lois, par rapport aux injonctions qui créent de la souffrance au travail, par exemple. Mais ces obstacles, ils sont nourris par des forces politiques qui, aujourd'hui, continuent de porter l'idée qu'il faut mettre les bons représentants à la tête du pays, du gouvernement, pour réussir à transformer la société. Et tant qu'on restera là-dessus, on ne va pas, de mon point de vue, y arriver. Et je partage l'idée que ce n'est pas à nous de dire comment aux jeunes des quartiers s'organiser, mais c'est d'être dans le mouvement avec eux et de décider avec eux et de voir comment tous ensemble on s'organise pour gagner. Et donc c'est cette rupture entre le social et le politique qui nous pose problème. Et je pense que la crise profonde de la politique qui se traduit notamment aux élections par des abstentions extrêmement fortes, ça doit nous faire réfléchir sur ce qu'on veut faire, nous, et notre objectif d'aller vers une nouvelle force politique. Je pense que pour l'instant, cette question n'est pas mûre et ce n'est pas la question essentielle à laquelle les gens qui sont dans l'action, les gens qui sont en mouvement, ont envie qu'on réponde. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que ce soit un objectif, mais que nous, il faut qu'on envisage la façon dont on construit un processus qui nous permette d'aller vers, mais en tout cas, qui est profondément ancré dans les mouvements sociaux et avec tous ceux et toutes celles qui sont actuellement en action pour s'émanciper. Patrick. Patrick, inspecteur du travail retraité à Rouen, militant du NPA et de la 4e internationale depuis longtemps. Je pense que dans la foulée de ce que tu viens de dire, je pense que la question
Voilà. La question les obstacles, c'est quand même mesurer quelle est la forme de domination du capital aujourd'hui. Les formes néolibérales de domination du capital ont deux conséquences majeures qui sont en partie la cause de la destruction de ce qu'a été le mouvement ouvrier du XXe siècle, en partie seulement. La première, c'est la déstructuration globale de tous les cadres de travail massifs du prolétariat, par toutes sortes de systèmes sur lesquels je n'ai pas le temps d'intervenir en 4 minutes. La deuxième, c'est la conception de l'État néolibéral. La bourgeoisie, le capitalisme a dominé avec plein de formes de domination. Le néolibéralisme est une forme très particulière qui s'est instaurée depuis 30 ans, qui dit la démocratie, c'est la concurrence. Nous, en tant que dominants, en tant qu'État, en tant que bourgeoisie dominante, on organise la concurrence systématiquement, partout, à tous les niveaux dans la société. Et quand on organise la concurrence, c'est la démocratie. Et toutes celles et tous ceux qui s'opposent à cette organisation de la concurrence sont des antidémocrates qu'il faut démolir. C'est ce qui explique la façon dont la bourgeoisie domine sur la planète aujourd'hui et le niveau de répression de toutes les mobilisations, quelles qu'elles soient, qui remettent un tant soit peu en cause cet aspect-là. De ce point de vue-là, quels sont nos points d'appui ? Il y a quand même, la France est un pays impressionnant. Quand on additionne les mobilisations des Gilets jaunes, les mobilisations sur les retraites, ce qui est en train de se passer dans les quartiers populaires, toutes les couches de la société, toutes les couches des exploités et des opprimés dans cet état se sont mobilisés, se mobilisent. Ça, c'est un point d'appui. Le deuxième point d'appui, c'est, je suis d'accord avec ce qu'on dit, ce que tu disais, ce que disait un autre camarade, c'est que la dynamique des luttes est une dynamique anticapitaliste. Aujourd'hui, personne ne peut se dire en se mobilisant que dans le cadre du capitalisme, on va résoudre ces problèmes. Parce que c'est l'inverse au quotidien qui domine. Et donc la logique de toutes les mobilisations, mais on voit l'évolution des mobilisations contre les oppressions qui sont systématiquement tournées contre le capitalisme. Mais ça ne résout pas le problème. Parce qu'au-delà de ça, une fois qu'on a dit on se mobilise tous ensemble, mais ça ne marche pas. On est contre le capitalisme, mais ça ne suffit pas. Il faut savoir sur quoi nous, on essaye d'agir. Ce sur quoi on peut essayer d'agir, c'est deux choses fondamentalement. C'est premièrement arriver à ce que toutes les formes d'auto-organisation se structurent, pas seulement à l'échelle la plus basse, mais se structurent de plus en plus à des niveaux nationaux pour opérer une sorte de contre-pouvoir. Et deuxièmement, c'est la question de l'alternative politique. Pour unifier durablement tous les morceaux des exploités et des opprimés qui sont éclatés par plein de relations complexes, c'est d'avoir un projet commun, un projet alternatif commun. C'est ça qui a structuré le mouvement ouvrier au XXe siècle. Notre boulot, à petite force qu'on est, mais ça doit être de travailler à ce qu'un projet de cette nature soit capable de modifier ce rapport de force fondamental. C'est Clément et après Sissoko. Clément. Il n'est pas là. Clément. Ah. Donc, je vais me présenter. Clément Fortin, je suis pas au NPA, je suis au Parti Pirate, donc on est un petit parti politique. Et je voulais revenir en fait sur un point que j'ai pu entendre sur certaines interventions et avec lequel je suis en désaccord, pas sur le fond, mais plutôt sur la forme. Et donc, j'ai vu qu'il y avait une volonté de dépasser le carcan des partis politiques pour essayer de toucher à une population qui refuse l'encartage. Pour moi, c'est un souci parce que pour moi, c'est une solution à court terme.
la structure d'un parti politique, c'est ce qui permet la démocratie interne, qui permet d'avoir des règles pour se mettre d'accord et pour éviter tout ce qui est discussion de couloir, discussion non démocratique et des décisions dont on n'a aucune traçabilité. L'exemple le plus flagrant, c'est, je ne vais pas citer de nom, mais un mouvement politique français qui, contre l'avis de la grande majorité de ses militants, a réintégré un député dans son groupe politique. Je ne saurais dire, j'ai oublié le nom. Donc député qui avait été exclu pour des raisons, pour un comportement aux antipodes des valeurs portées par ce mouvement, et pourtant il est réintégré. Et ça a été en grande partie permis parce que c'est un mouvement politique et pas un parti politique, sans structure. Et tout cela mène à une grande crise profonde de ce mouvement où la tête est totalement détachée de sa base adhérente. Nous et vous, en tant que mouvement politique, si on perd le parti politique en tant qu'organisation structurante d'une expression militante, on prend le risque des dérives. On n'est pas à l'abri nous-mêmes on n'est pas infaillible. Mais maintenant, on doit faire quoi? Le dégoût actuel pour les partis politiques sont dus à un dégoût des négociations de couloir, des détournements des détournements de fonds et globalement du manque de transparence et du manque de démocratie. Et cette destruction est utilisée par les mouvements d'extrême droite et extrêmes libéraux dans une dépolitisation, on essaye et ils manœuvrent aussi pour diaboliser l'opposition, diaboliser les partis politiques, sauf le leur, mais ça permet d'avoir une opposition beaucoup moins structurée. Mais je pense que l'UNPA, dans sa structure démocratique et dans sa structure profonde, a les ressources nécessaires pour être à la pointe pour redonner ses lettres de noblesse. Peut-être que noblesse n'est pas un bon mot, mais pour redonner ses lettres de noblesse aux partis politiques et redonner un lien entre la population et la politique par une démocratie interne. Et donc, je vous invite totalement à communiquer sur votre organisation, sur comment vous marchez et sur comment qu'est-ce qu'être militant dans un parti politique.